Vous êtes... De qui? Vous êtes franc-maçon? Oui. Alors, dites-moi la vérité. Je vais le faire. Mais d'abord, une chose doit être claire. Je ne parle qu'en mon nom. Tout ce que je dis ici reflète mes opinions personnelles et mon expérience. Je ne parle au nom ni de ma loge, ni de ma grande loge, ni de la franc-maçonnerie dans son ensemble. Je comprends. Les francs-maçons contrôlent-ils les responsables politiques? Non. Les banques? Les tribunaux? Non. Les gouvernements? Les médias? Non. C'est précisément la réponse de quelqu'un aux commandes. Et quelle réponse vous convaincrait? Une réponse honnête. Alors, commencez par distinguer ce qui est réel de ce que les gens imaginent. Des présidents ont réellement été francs-maçons. Oui. George Washington? Oui. Des signaux privés? Des cérémonies privées? Oui. Et certaines parties de vos réunions sont fermées au public. Exact. Donc le complot n'est pas totalement inventé. Les éléments sont réels, mais l'image que les gens en composent ne l'est souvent pas. Mais des responsables politiques, des juges et de puissants hommes d'affaires ont été francs-maçons. Oui, tout comme des responsables politiques, des juges, des hommes d'affaires et de simples électeurs peuvent être membres du même club de golf. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi pas? Un ministre peut jouer au golf avec un homme d'affaires, un juge ou quelqu'un qui a voté contre lui. Cela ne signifie pas que le club de golf gouverne le pays. Mais ils peuvent y nouer des relations. Bien sûr. Les gens nouent des relations partout, dans les universités, les églises, les conférences, les clubs sportifs, les dîners privés et les associations professionnelles. Une relation n'est pas la preuve d'un contrôle centralisé. Donc l'appartenance ne prouve rien? L'appartenance ne prouve que l'appartenance. Pour prouver qu'il y a contrôle, il faut démontrer que l'organisation donne des consignes politiques, coordonne des décisions ou exige l'allégeance à un camp précis. S'il n'y a rien de dangereux là-dedans, pourquoi garder certaines choses privées? Racontez-vous à des inconnus tout ce qui se dit au sein de votre famille? C'est différent. Vraiment, la vie privée n'est pas automatiquement la preuve d'un crime. Mais vous restez une société secrète. Notre existence n'est pas secrète. Beaucoup de grandes loges et de loges ont des bâtiments publics, des sites internet, des coordonnées, des musées, des œuvres caritatives, des constitutions et des livres publiés. Nous sommes plutôt une organisation ayant certaines traditions privées. Donc tout n'est pas public. Exact, mais une cérémonie privée n'est pas la même chose qu'un gouvernement secret. Si la franc-maçonnerie agit au grand jour, pourquoi cachez-vous votre identité? Parce qu'une organisation publique et un individu publiquement exposé ne sont pas la même chose. De quoi avez-vous peur? Je parlerai de prudence, pas de peur. L'histoire a montré à quelle vitesse le climat politique peut changer. Les francs-maçons ont été persécutés. Des loges ont été fermées, leurs biens saisis et les registres des membres emportés puis utilisés pour identifier des personnes. Mais cela appartient au passé. J'espère que cela appartient définitivement au passé, mais nul ne sait quel sera le climat politique dans 10 ou 20 ans. Lorsqu'un gouvernement exige une loyauté idéologique absolue, une organisation indépendante qui refuse d'en devenir l'instrument peut être traitée en ennemi. Vous pensez donc que les francs-maçons pourraient être de nouveau persécutés? Je ne dis pas que cela arrivera. Je dis simplement que l'histoire ne me permet pas d'affirmer que cela ne pourra jamais arriver. Je ne me cache pas parce que j'ai honte d'être franc-maçon. Je protège ma famille, mon travail et mon avenir contre des circonstances que je ne peux pas prévoir. Alors, pourquoi parler? Parce que la prudence ne doit pas devenir le silence. Je peux expliquer ce que nous défendons sans livrer au public un nom et un visage qu'une autorité future pourrait inscrire sur une liste. Adorez-vous Lucifer? Non. Le culte de Lucifer n'est ni un enseignement, ni un fondement, ni un objectif de la franc-maçonnerie régulière. Jamais? Alors pourquoi tant de gens le croient-ils? Parce que les récits spectaculaires perdurent. L'une des histoires les plus influentes sur une franc-maçonnerie satanique a été diffusée par Léo Taxil au XIXe siècle. Il a publié des récits mettant en scène des démons, un ordre luciférien secret et une prétendue initiée entièrement fictive.
Et les gens le répètent encore. Puis, en 1897, il a publiquement reconnu que cette histoire était une supercherie. Vous dites que la politique est interdite en loge. Les francs-maçons n'ont donc aucune opinion politique? Bien sûr que si. Un franc-maçon reste un citoyen. Il vote, il peut soutenir la gauche, la droite ou le centre. Il peut être en total désaccord avec un autre franc-maçon. Alors, comment la franc-maçonnerie peut-elle se dire apolitique? Parce qu'il faut distinguer les convictions d'un membre et la position de l'organisation. Un membre peut soutenir un parti. La loge ne dit pas à ses membres quel parti soutenir et ne peut pas être transformée en local de campagne. La franc-maçonnerie est neutre, mais pas les francs-maçons? Les membres restent des citoyens libres. L'organisation n'adopte aucune ligne partisane. Alors, pourquoi les gouvernements ont-ils persécuté les francs-maçons? Pas simplement parce que nous refusions de choisir un camp. Les gouvernements autoritaires se méfient souvent des organisations indépendantes qu'ils ne peuvent contrôler pleinement, surtout de celles qui ont des contacts internationaux et des membres d'origines diverses. Les nazis ont saisi des archives maçonniques. Qui ont-ils trouvé? Les registres des membres, les procès-verbaux, la correspondance, les constitutions, les livres, les bibliothèques, le matériel rituel, les archives de l'administration courante et des œuvres caritatives. Ils ont trouvé des contacts internationaux et des membres exerçant dans la vie publique. Ils ont donc trouvé un réseau? Ils ont trouvé une organisation internationale. Ce qu'ils n'ont pas produit, c'est la preuve d'un centre de commandement maçonnique unique donnant des ordres politiques au gouvernement. Alors pourquoi y voir un complot? Parce qu'ils avaient décidé ce qu'était la franc-maçonnerie avant même d'ouvrir les archives. La tolérance passait pour de la faiblesse, l'amitié internationale pour de la déloyauté, la discrétion pour un complot. Donc votre neutralité vous rendait suspect? Pour un régime qui exige une loyauté idéologique absolue, le seul refus de devenir une nouvelle arme politique peut paraître suspect. Que se passe-t-il réellement à l'intérieur? Nous traitons les affaires de la loge. Nous écoutons, nous votons, nous participons à des cérémonies symboliques, nous organisons des actions caritatives, nous étudions et, en général, nous dînons ensemble. C'est tout? La plupart du temps, oui. C'est décevant de banalité. Ils s'attendent aux Illuminati. Ils trouvent le procès-verbal de la réunion précédente. Et une cérémonie fait de vous quelqu'un de meilleur? Non. Une cérémonie ne peut pas rendre honnête un homme malhonnête. Une loge ne peut forcer personne à devenir bon. Alors, à quoi bon? Elle vous offre un cadre, des symboles qui vous rappellent vos responsabilités, des fonctions qui exigent de servir, des actes de charité, pas seulement des paroles, et des frères qui remarquent quand vos actes ne correspondent pas aux principes que vous prétendez suivre. Soyez précis. Que signifie réellement devenir meilleur? Tenir parole quand personne ne regarde. Maîtriser sa colère quand il serait plus facile d'exploser, reconnaître ses torts, écouter avant de juger, aider sans rien attendre en retour, et juger un homme sur son caractère, non sur son titre, sa richesse, sa race ou sa religion. Comment des chrétiens, des musulmans et des juifs peuvent-ils appartenir à la même organisation? Parce que la franc-maçonnerie n'exige pas d'eux qu'ils aient la même religion. Un chrétien reste chrétien, un musulman reste musulman, un juif reste juif, sa foi lui appartient. Alors, qui décide qui a raison? Pas à la loge. Nous ne sommes pas là pour nous convertir mutuellement. Donc personne ne discute de religion ou de politique? Les débats religieux et politiques sont interdits pendant une tenue régulière de loge. Non parce que les membres n'ont aucune conviction, mais parce que la loge ne doit pas devenir un champ de bataille de plus. Dehors, ils se disputent quand même. Bien sûr, à l'extérieur, deux frères peuvent voter pour des partis différents et pratiquer des religions différentes. À l'intérieur, aucun n'a le droit de traiter l'autre en ennemi. Et la question raciale? Le principe est le même. Nous ne semons pas la haine entre les races, les religions ou les nations. Une loge peut être l'un des rares endroits dans la vie d'un homme où des personnes qui se croiseraient rarement ailleurs s'assoient ensemble sur un pied d'égalité. Pourquoi un homme profondément croyant adhérerait-il? J'ai rencontré des hommes fatigués de voir la foi utilisée comme une arme, fatigués d'entendre qu'un chrétien doit craindre un musulman ou qu'un musulman doit voir un chrétien comme son ennemi. Ils n'adhèrent pas parce qu'ils se soucient moins de leur foi. Ils adhèrent parce qu'ils ne pensent pas que la foi doive exiger la haine.
Le but serait donc la paix? Nous n'entrons pas en loge pour instaurer la paix dans le monde. Nous commençons modestement. Un homme devient moins arrogant, moins malhonnête et moins disposé à haïr quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Des hommes différents peuvent le rester et néanmoins s'asseoir ensemble en paix. Alors, pourquoi certains partent-ils? Pour de nombreuses raisons. Certains espèrent de l'influence, des relations d'affaires, des connaissances secrètes ou un cercle intérieur puissant. Certains espèrent un système qui leur dira exactement quoi penser. Et ce n'est pas le cas? Non, la franc-maçonnerie propose des symboles, des questions et des leçons morales. Elle ne remet pas à chaque homme le même programme politique, la même doctrine religieuse ou une réponse définitive. Cela paraît vague. C'est exigeant. Impossible de se cacher derrière une doctrine en disant « j'ai suivi les instructions ». On attend de vous que vous examiniez votre propre conduite. Il n'y a donc aucun raccourci secret? Ils viennent chercher des secrets sur le monde. On leur demande de s'examiner eux-mêmes. Et certains sont déçus. Oui, ils attendaient des certitudes. Ils ont trouvé des questions. Ils attendaient une clique. Ils ont trouvé la responsabilité. Les organisations protègent les leurs. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Un ancien membre de notre loge avait aussi exercé des fonctions au sein de la Grande Loge. Il a commis une grave infraction à la loi nationale. Il a été exclu. Même avec son rang et ses relations? Oui, son ancien rang ne l'a pas protégé. Tout contact maçonnique avec lui était interdit par nos règles. Mais il restait votre frère. Pourquoi l'avez-vous abandonné au pire moment de sa vie? Nous ne l'avons pas abandonné. Laissez-moi vous poser une question. Étions-nous ses frères avant qu'il ne commette l'infraction? Oui. Il aurait donc pu venir nous voir avant de franchir cette limite? Il aurait pu demander conseil? Il aurait pu dire à ses frères qu'il avait des problèmes? Il aurait pu demander de l'aide pour trouver une solution légale? Il lui suffisait de demander. Nous l'aurions écouté. Et vous l'auriez aidé? Nous l'aurions conseillé. Et dans la mesure du possible, nous l'aurions aidé à traverser cette épreuve sans enfreindre la loi. C'est à cela que sert la fraternité. Mais après l'infraction, vous l'avez exclu. Parce que la fraternité n'est pas une immunité. Elle ne signifie pas dissimuler une faute, l'excuser ou placer un membre au-dessus de la loi. Votre loyauté a donc des limites? Notre loyauté ne va pas jusqu'à la complicité. Aider un frère en difficulté est une chose. Aider quelqu'un à échapper aux conséquences d'un acte criminel en est une toute autre. Même s'il occupait un poste important? À plus forte raison, un rang devrait impliquer davantage de responsabilité, pas davantage de protection. Nous sommes une organisation sérieuse. Nous ne tolérons ni ne dissimulons les actes criminels. Vous pensez donc que c'est lui qui vous a abandonné? En adhérant, il s'est librement engagé à respecter la loi et les principes qui nous unissaient. Nous ne l'avons pas abandonné. Nous ne l'avons pas abandonné. C'est lui qui a abandonné ses principes. Qu'aurait-il dû faire? Il aurait pu demander l'aide de ses frères pour éviter l'infraction, mais il ne pouvait pas s'en servir pour échapper à ses conséquences. Vous avez probablement déjà vécu cela vous-même. Vécu quoi? Quelqu'un vous dit « Ne vous approchez pas de cet homme, il est mauvais, on ne peut pas lui faire confiance ». Puis vous le rencontrez, vous lui parlez, et vous découvrez qu'il ne ressemble en rien à ce qu'on vous en avait dit. Oui. C'est ainsi que les préjugés survivent. Les gens héritent de la peur d'autrui avant d'avoir vécu leur propre expérience. Et vous pensez que la franc-maçonnerie est jugée ainsi? Souvent. Beaucoup se forgent une opinion avant d'avoir parlé à un franc-maçon, visité un bâtiment maçonnique ouvert au public ou lu les règles et l'histoire publiées par l'organisation. Alors, la franc-maçonnerie cherche à accomplir quoi au juste? Pas des hommes parfaits, des hommes qui comprennent qu'ils ont encore à progresser. Des hommes capables de conserver leurs convictions sans faire de tous ceux qui diffèrent d'eux des ennemis. Pas de domination mondiale? Non. Pas de gouvernement secret? Non. Aucune vérité interdite qui vous attendrait au sommet? Il y a une vérité dérangeante. Il est bien plus facile d'accuser un groupe secret de tous les problèmes du monde que d'examiner la part que nous y prenons. Et si toutes les portes maçonniques s'ouvraient demain? Les gens inventeraient probablement une autre pièce secrète.